Ce live est le deuxième live sur l'histoire, on va dire, parce que sur le mois d'août, on fait une succession on fait une série de lives spéciale Histoire de l'Afrique. Ça accompagne la lecture du livre de Kizerbo, Histoire de l'Afrique noire, parce qu'en ce moment, on lit ce livre dans le club de lecture, Histoire de l'Afrique noire de Joseph Kizerbo. Donc, durant tout le mois d'août, on fait une succession de lives, enfin une série de lives sur l'histoire de l'Afrique. Et l'idée, c'est de restituer un peu la lecture de ce livre-là, en rajoutant quelques éléments grappillés par-ci, par-là, dans différents bouquins, un peu de culture générale également. Donc, pendant tout ce mois, on va faire ça. On va présenter, la semaine dernière, on a eu une présentation sur ce qu'on appelait le Soudan occidental. Donc, tout le bassin du Niger avec tous les empires, les royaumes, les clans qui se sont succédés dans les différentes cités-États dans cette région-là. Et aujourd'hui, on va du côté du Soudan oriental, ou plutôt de l'Afrique de l'Est, et surtout la région de la Corne de l'Afrique. Alors, il y a pas mal de gens qui continuent à nous rejoindre. Donc, salut X-Shake, salut Yorick B. Salut à vous. Alors, rapidement, je vais faire un petit zoom pour que vous ayez une meilleure vue. Alors, comment je vais faire ça? Alors, donc là, ça devrait être un peu meilleur. Alors, rapidement, donc le plan de notre présentation de ce soir. Alors, on va commencer par la Nubie rapidement. C'est vrai que, on a dit que on voyait plutôt la période allant du 9e siècle au 18e siècle. Mais on va faire quand même un petit rappel de ce qui s'est passé avant, on va dire, entre le 4e siècle et le 9e siècle. On va revoir un peu cela pour la Nubie. Ensuite, on va parler d'Aksum, qui est le royaume qui a préexisté à l'Éthiopie moderne, qui était surtout situé au nord de l'Éthiopie actuelle. Ensuite, on verra les différentes dynasties d'Aksum qui ont dirigé Aksum dans le temps. Ensuite, on verra l'Éthiopie médiévale et puis une petite extension sur l'actuelle. Donc, c'est Chris qui vous fera, le temps qu'il nous rejoigne, il vous fera la présentation de ces parties-là. Ensuite, on verra le Soudan médiéval et le Soudan actuel. Ensuite, le Soudan anglo-égyptien, c'est surtout à partir des années 1800, fin du 19e siècle, on va dire, quand les Anglais colonisent toute la sous-région. Aussi bien la côte Swahili que l'Égypte, le Soudan du nord, du sud actuel, etc. Finalement, il n'y a que l'Éthiopie qui résiste à la colonisation occidentale et qui ne se fait pas coloniser pour le coup. Ensuite, on verra rapidement la côte Swahili, le Swahili colonial, parce que la côte Swahili a été colonisée par d'abord, c'est une zone commerciale très très intense, et il y a eu des influences arabes, ce qui a donné le Swahili. Ensuite, il y a eu des influences portugaises, ensuite re-influences arabes. Ensuite, les Anglais sont arrivés. Bref, c'est une région très très dense en histoire. Ensuite, un petit état des lieux de l'Afrique de l'Est et peut-être des perspectives. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, installez-vous. On va commencer notre présentation. Alors, salut Dakia, il y a Nakia qui nous rejoint. Salut Victor97.2. Il est où le moustachu? Le moustachu, il a eu des imprévus et il sera là pour la deuxième partie de la présentation. Salut la force tranquille. Alors, rapidement, pour bien se situer, pour bien comprendre le contexte
bien comprendre la sous-région, bien se localiser. Je pense qu'il faut commencer par une carte, c'est très important. La semaine dernière, on était plutôt localisé autour du bassin du Niger, autour de la boucle du Niger qui part de la région du Bambouk, du Bouré, enfin le nord de la Guinée, et qui fait la boucle en passant par le Mali, la frontière Niger, et puis passe par le Nigeria, et puis après se jette au niveau de la mer. Globalement, c'est un bassin topographiquement très bas, avec par-ci par-là des petites, comment dire, des petites montagnes, on va dire, des zones qui sont un peu plus en hauteur, telles que le Fouta Djallon, par exemple, ou le plateau de Jos au Nigeria. Donc aujourd'hui, on va plutôt basculer de l'autre côté, on va partir du côté de l'Afrique de l'Est, et on va plutôt être dans la région finalement qui est comprise entre le Nil, qui traverse le Soudan et la Corne de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est le Somalie la Somalie, pardon, qui se situe là. Donc, globalement, topographiquement quand même, dès qu'on regarde la carte, vous voyez, c'est une carte des États actuels avec le Soudan. Alors, ce n'est pas totalement à jour parce qu'il n'y a pas la frontière entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, parce que maintenant, il y a les deux pays, enfin, c'est deux pays distincts. Donc, c'est une carte un peu vieille. Mais le reste des États, enfin le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, l'Éthiopie, Somalie, etc. Ici, vous reconnaissez le golfe d'Aden, le Yémen, l'Arabie Saoudite, l'Oman, etc., le sultanat d'Oman. Donc, toute cette région a été, on va dire, entre le 3e siècle et le 18e siècle, enfin même jusqu'à l'actuel, une zone très riche en termes d'histoire, en termes de migration, en termes de mouvement des peuples, en termes de construction de cités-États, de royaumes, d'empires, etc. Un peu comme l'Afrique de l'Ouest, on va dire. Et plus tard, on verra que, par exemple, en comparaison à l'Afrique centrale, voilà, il y aura déjà moins de vestiges, moins de cités-États, on va dire, structurées de la même manière. Alors, on essaiera de comprendre pourquoi, mais voilà, globalement. Et donc, sur cette carte, vous voyez, il y a comment dire, il y a l'Éthiopie. Ici, vous voyez, il y a un relief autour de l'Éthiopie, et c'est plutôt une carte topographique. Donc, vous voyez que l'Éthiopie est vraiment située sur une région assez montagneuse. L'Éthiopie est située très haut. Je pense qu'Addis Abeba, c'est parmi, si ce n'est la capitale la plus élevée d'Afrique. Alors, excusez-moi une seconde. Alors, je pense qu'il y a Chris qui va nous rejoindre. Salut Chris. Salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez là? Alors, moi, je t'entends très bien. Ok, super, super. Je t'entends très bien, pardon. Alors, j'espère que toi, tu vas bien. Ça va, je vais très bien. Et puis, avant de commencer, mes plates excuses à tous ceux qui nous suivent. Un petit peu de retard ce soir. Donc, voilà, je vais pas prendre du temps. On passe directement à la présentation et puis on aura le temps d'échanger un peu plus tard. Voilà. Ça marche. Donc, je fais rapidement la présentation du contexte, et puis après, on va voir comment on va s'organiser, enfin, pour la suite. Très On va bien, intervenir tous les deux sur la présentation. Voilà. super. Alors, donc, pour le contexte, je disais que globalement, dans la sous-région, donc on est au niveau de la région des Grands Lacs, enfin au nord de la région des Grands Lacs. Ce que vous voyez, c'est qu'au sud, on a le lac Tanganyika, on a les lacs, ce qu'on appelle le lac Victoria, on a le lac Turkana, à la frontière entre l'Éthiopie et le Kenya. Et puis on a ce qu'on appelle la vallée de l'Omo qui traverse l'Éthiopie, qui coupe l'Éthiopie en deux. Et au fond de la vallée, bien évidemment, coule un cours d'eau qui va se jeter au niveau de Djibouti. Et donc, voilà. Et au nord, vous voyez, au nord-ouest, pardon, de l'Éthiopie, donc il y a le lac Tana qui est en fait
la zone d'où part le Nil bleu, parce que le Nil part de la région des Grands Lacs, traverse le Soudan principalement. Donc aujourd'hui, Soudan du Sud passe au niveau de Djouba et puis arrive au niveau de Khartoum, où le Nil blanc est rejoint par le Nil bleu qui part de l'Éthiopie. Et justement, c'est sur le Nil bleu que l'Éthiopie va construire, enfin, que l'Éthiopie construit le barrage de la Renaissance, qui est un barrage qui fait, on va dire, polémique dans la sous-région, enfin, c'est source de tensions géopolitiques dans la sous-région. Et donc, le Nil bleu et le Nil blanc viennent se rejoindre au niveau de Khartoum. Et puis après, le Nil continue son chemin tranquillement pour aller se jeter au niveau de l'Égypte, dans la Méditerranée. Et toute cette région, globalement, surtout à partir du Kenya, mais même depuis l'Ouganda déjà, ce sont des régions relativement hautes, avec des montagnes, etc. Et l'Éthiopie est vraiment, sur la partie nord, l'Éthiopie est vraiment centrée au niveau de ces montagnes-là. Donc, ce qui fait que l'Éthiopie a une position historiquement stratégique par rapport à des régions qui sont en contrebas, notamment le Soudan. Vous voyez là, en gros, si vous partez de l'Éthiopie, vous allez vers le Soudan, vous descendez. Et de la même manière, si vous partez vers l'est, depuis l'Éthiopie, vous descendez vers la Somalie pour aller vers la côte. Donc l'Éthiopie est globalement quand même, surtout la partie nord et la partie nord-ouest, est une topographiquement haute et du coup protégée. Et c'est ce qui fait un peu aussi dans la région la particularité de l'Éthiopie. Et à mon avis, Aksum n'a pas prospéré dans cette région-là pour rien. Pour la défense, c'est quand même une position stratégique. On va voir qui a joué pas mal, notamment pour se défendre vis-à-vis des Arabes ou des Arabo-berbères qui rentraient, qui venaient par le Nil, qui remontaient le Nil et attaquaient l'Égypte par le nord, ou même par les royaumes arabo-swahili tels que le royaume d'Ifat, le califat d'Ifat ou Adal qui va venir après, qui se sont installés plutôt du côté du nord de la Somalie actuelle. Et toutes ces entités-là, en fait, ils ont voulu vraiment s'étendre et s'emparer de l'Éthiopie, notamment la région du Shoa, qui est au centre de l'Éthiopie et qui est pas mal peuplée par des Oromos aujourd'hui. Et historiquement, donc, ces entités arabo-berbères, arabo-swahili, ont toujours voulu prendre une bonne partie de l'Éthiopie. Et finalement, cette position stratégique a vraiment permis à l'Éthiopie de pas mal se défendre. Et alors, si on superposait une carte des peuples sur cette carte topographique, en fait, à l'est, au niveau de la Somalie, globalement, il y a une relative homogénéité linguistique, parce que globalement, il y a là des clans somalis qui, linguistiquement, parlent globalement le somali avec des petites nuances suivant les régions où on est. Et les Somalis s'étendent au niveau sur le territoire éthiopien notamment à l'est. Et donc, au nord de l'Éthiopie, on a le berceau historique de Aksum, et c'est globalement la région tigréenne aujourd'hui. Ensuite, au sud, notamment au sud du lac Tana, là d'où part le Nil bleu, et dans toute la zone centrale, on a plutôt les régions habitées par les Oromos, le peuple Oromo d'Éthiopie. Entre les deux, entre la Tigré et les Oromos, on a les Amaras, qui ont donné l'écriture amharique. Et plus on va au sud, plus on a une très forte hétérogénéité linguistique, avec des peuples qui sont beaucoup moins homogènes que ce qu'on a au nord. Donc, c'est ce qui donne la région des peuples du sud de l'Éthiopie, avec des ethnies telles que les Sourma, les Mursi, qu'on appelle globalement les ethnies, enfin les peuples du sud de la vallée de l'Omo. Ce sont, en gros, pour ceux qui ne voient pas, ce sont les peuples, enfin certains, ce sont, quand on voit dans les documentaires, ceux qui ont des sortes de spatules au niveau de la lèvre inférieure, et avec des énormes trous comme ça. C'est dans cette région-là qu'on trouve ces peuples-là.
Globalement, ce sont des peuples nilotiques, enfin d'après la définition linguistique. Et donc, ces peuples-là s'étendent jusqu'au Kenya et même jusqu'en Tanzanie avec les Turkana, les Maasai, etc. Du côté du Soudan du Sud, on a la même organisation, c'est-à-dire au nord, dans la région de Khartoum, enfin un peu plus au sud, on a les Nubiens, les descendants des royaumes nubiens qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, plus on va vers le sud, plus on a une hétérogénéité linguistique également, forte hétérogénéité linguistique avec des peuples tels que les Dinka, les Nuer et d'autres peuples au sud. Mais là, on commence déjà à être au niveau du Soudan central et on fera un épisode dédié Soudan central qui couvre plutôt le Soudan, Soudan du Sud, la région du Darfour, le Tchad, la République centrafricaine, etc. Donc ça fera plutôt l'objet d'une présentation ultérieure. Alors, peut-être un petit mot, Chris, pour la Nubie. Oui, ok, très bien, merci. Donc, pour démarrer sur la Nubie, on ne peut pas parler du Soudan oriental et de l'Afrique de l'Est sans évoquer la Nubie. La Nubie étant finalement la fille, la sœur entre guillemets de l'Égypte antique et qui a peuplé, qui s'est constituée quasiment en parallèle de l'Égypte ou souvent même en conflit par rapport à l'Égypte pendant toute cette antiquité classique entre guillemets. Et pour le centraliser la chose et peut-être même synthétiser plus pour les gens, globalement, ce qui se passe pendant le long règne de l'Égypte antique et de la Nubie, parallèlement, c'est une relation qui petit à petit s'installe entre guillemets d'échanges et souvent de conflits, parfois de prédation quand c'est possible, des uns sur les autres, hein, c'est-à-dire à la fois l'Égypte tente plusieurs fois des descentes de plus en plus vers le sud, vers la Nubie, et puis la Nubie aussi va avoir des périodes de débordement jusqu'à arriver par exemple au moment de la 25e dynastie égyptienne qui va être totalement nubienne parce que à partir de ce moment-là, Pianki va contrôler totalement l'Égypte et donc va faire de toute l'entité Égypte et Nubie une seule entité politique organisée et qui va régner avec sa descendance Taharqa, etc., qui va même tenter de sortir du bassin égyptien et aller même au-delà par plusieurs conquêtes, etc. Donc, c'était ça l'ambiance de cette époque-là. Et puis, les enjeux en termes, parce que toujours derrière des invasions, des prédations, etc., se cachent des ressources. Et les ressources qu'on peut énumérer à cette époque-là, c'est essentiellement de l'or globalement, hein, au niveau de Nobatia, au niveau de Makuria. Ce sont des zones qui sont aurifères. Et puis après, plus au sud, plus on va descendre au sud, on va aller chercher plutôt des ressources qui vont être liées à la faune, donc c'est-à-dire des peaux de léopard, des plumes d'autruche aussi, parce que en Égypte, bon symboliquement, hein, pour parler, la mat est symbolisée par la plume, vous savez, etc. Et tout ce qui est plume d'autruche, etc., était aussi très recherché. Un autre élément aussi, c'est la gomme arabique qui a une très grande importance commerciale dans toute cette zone sahélienne et qui, jusqu'aujourd'hui, quand vous allez au Sahel, vous descendez dans les marchés du Tchad, du Niger, un peu partout, tout le monde cultive de la gomme arabique parce que, bon, ça a plusieurs utilisations possibles. Et puis, via le Nil, on a la chance d'avoir une espèce de moyen de transport qui est presque gratuite, naturelle, qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Et donc, on va aussi chercher du matériau qui est de plus en plus lourd. Et pour l'anecdote, on peut chercher beaucoup plus bas dans les zones un peu plus forestières, par exemple de l'ébène qu'on va remonter via le Nil et qui va aller déboucher jusqu'au delta et tomber de l'autre côté de la Méditerranée. Etc. Donc, c'était vraiment, le Nil est d'abord une autoroute commerciale
qui permet à tous ces royaumes d'échanger. Et quand c'est possible, pour que les uns aillent chercher les ressources directement sans avoir d'intermédiaire, ils le font. Donc, ce sont les tentatives d'invasion de l'Égypte. Et puis, quand ça peut être aussi repoussé dans l'autre sens, la Nubie le fait également. Donc, pour résumer, la Nubie, ça va être essentiellement 3 cités-États à un moment donné qui vont constituer le cœur de la Nubie. Nobatia au nord, Makuria, et puis Oladia au sud, vraiment au niveau à peu près juste au-dessus du Khartoum actuel. Et donc, toutes ces cités, finalement, se sont découpées le long des cataractes égyptiens. Vous savez, ce sont des zones de cascades comme ça qui sont globalement, de manière classique, découpées en 6. Et donc, très exactement, ces différentes cités-États vont occuper 3 cataractes chacun. On part de 1 à 3 pour Nobatia, de 3 à 6, et puis après on descend, de Nobatia à Makuria. Il va y avoir une petite zone là que vous voyez qui occupe cataracte entre la troisième et la, et je vois pas bien, et la cinquième ou sixième. Voilà. Exactement, voilà. Et après, quand vous descendez un peu plus bas, bon, vous avez les petites flèches que j'ai indiquées là-dessus, vous voyez. Et puis après, vous allez aller jusqu'en bas au niveau de Soba. Donc, c'est globalement le découpage des 3 cités-États qui, par la suite, avec l'évolution, vont se fusionner, etc. Donc, à la fin, va donner vers autour de 300, moins 300, plus 300, par là, ça va donner le début de ce qui va reconstituer Méroé, qui va devenir la cité-État un peu principale de cette zone-là pendant la fin, entre guillemets, de la Nubie, parce qu'après ça, finalement, il va y avoir déjà Aksum qui va venir envahir autour de 350 par là Méroé, et puis du coup, ça veut dire que ces couches, globalement, tout ça s'appelle couche. Vous allez entendre couche, vous allez entendre Nubie, etc. Mais tout ça, c'est ce qui va constituer couche, qui va te faire envahir par Aksum. Et puis, Aksum, à un moment donné, pour d'autres raisons, bien plus tard, vers 600, etc., avec les Arabes qui viennent, etc., va se retourner un peu plus vers la mer Rouge et le golfe d'Aden. Et les cités-États vont se reconstituer autrement en Nubie pour petit à petit donner ce qui va plus tard devenir les différents royaumes qu'on va connaître par la suite, Dongala, etc. Et puis bien au sud, le Sénar, tout ça. Donc, la Nubie va refaire un peu dans l'ombre de l'Égypte, donc de Aksum, sa petite vie à côté pour déboucher plus tard, bien plus tard, à d'autres royaumes jusqu'au Sénar, au royaume Sénar, dont on va parler dans la partie du Soudan plutôt médiévale. Mais globalement, voilà le tableau. Tout à fait, tout à fait. Et juste pour rappeler vraiment la localisation, là on est vraiment en amont. Je pense qu'il y a un écho chez toi. Ah, pardon. Donc juste pour la localisation, on est vraiment en amont de l'Égypte actuelle, on est vraiment dans la région au Soudan. Et je pense que la ville de Khartoum est quelque part dans la région entre Méroé et l'une des cataractes, entre Old Dongala, là, à la rencontre entre les 2 Nils. Et donc, comment dire, là, on est encore dans les années, comme dit Chris, on est dans les années 300, donc la religion musulmane ou islamique n'existe pas encore. Et c'est à partir des années 500 qu'il y aura des missions chrétiennes venant de Byzance, donc de l'Empire romain d'Orient, qui va commencer à christianiser la région en partant de l'Égypte. Et ils vont remonter le Nil, ils vont commencer à christianiser la région. Donc à partir des années 540, il va commencer à avoir des vagues de christianisation, ce qui fera qu'après, ces royaumes deviendront des royaumes chrétiens, peuplés par les peuples qui étaient là. C'est ce qui va donner les Nubiens, enfin c'est le peuple nubien, mais ils vont devenir chrétiens, et après ils vont être réislamisés à partir de 641. Il y aura des batailles progressivement jusqu'à ce qu'ils vont se faire complètement réislamiser, ce qui fait qu'aujourd'hui, toute cette région du Soudan est globalement
globalement musulmane. Contrairement à l'Éthiopie qui va garder sa religion chrétienne monophysiste, qui est arrivée aussi par là, par le Nil, qui est arrivée au niveau de l'Éthiopie. Voilà, voilà. Donc je te repasse la parole, Chris, pour Aksum. Voilà, donc sur la carte, vous allez voir que globalement, ce que je disais, c'est que sur cette région de la Nubie, à un moment donné, il y a Aksum qui va commencer à se développer petit à petit. Alors, Aksum va se développer et puis, au cours de son développement, va petit à petit faire fusion avec les royaumes d'à côté, notamment le royaume de Saba, qui est déjà de l'autre côté, dans la zone yéménite, hein, donc de l'autre côté du golfe d'Aden, la mer Rouge et le golfe d'Aden, c'est sur cette zone-là. Et il va y avoir déjà cette première fusion qui va s'observer. Donc là, vous avez sur la carte du côté de la péninsule arabique et au sud vers le Yémen actuel, vous avez en bleu ciel la partie qui va représenter globalement le royaume Saba. Et de l'autre côté, vous allez avoir Aksum qui se développe. Et donc Aksum, comme on l'a dit, va petit à petit dans son expansion aller vers 350, aller occuper Kouch, donc le Soudan actuel, cette partie-là du Soudan en tout cas. Et puis, à un moment donné, il va se passer, si on accélère un peu les choses, il va se passer que globalement, vers les années 640, 615, il va y avoir déjà un premier phénomène en 615 avec ce qu'ils appellent en arabe al-Hijra, al-Habisha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le premier pèlerinage des premiers compagnons du prophète Mohammed qui vont trouver refuge en Abyssinie. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont donner ce nom-là, Al-Hijra, c'est le pèlerinage, hein, c'est l'équivalent de l'Hégire, et puis Al-Habisha pour dire Abyssinie. Donc, globalement, c'est le premier refuge en Abyssinie. Ils vont être donc sous la protection du roi d'Abyssinie de l'époque, et puis par la suite, ils vont revenir en Arabie. Donc là, on est au début du démarrage de on va dire, la foi musulmane et l'aventure du prophète islamique. Mais en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Avec l'accélération des choses, on est dans une période où l'empire, entre guillemets, romain était encore dans toute sa force et occupe tout le bassin méditerranéen. L'expansion de l'Égypte, enfin de l'Éthiopie, donc de Aksum, qui va occuper la partie de Kouch, c'était aussi quelque part pour contrôler tout le long de la mer Rouge, pour essayer d'entrer directement en contact commercial avec l'Empire romain de l'époque. Et donc, par ce mouvement, cette expansion, finalement, Aksum va devenir maître pendant cette période-là, à partir de cette période-là en tout cas, de tout le long de la mer Rouge, et aussi va se retourner un peu plus vers les horizons indiennes, donc de l'autre côté, vers l'océan Indien, par le golfe d'Aden, pour également établir des échanges avec le monde et tout le sous-continent indien, la péninsule arabique, etc. Donc, en étant dans cette position de force, de contrôle commercial, Aksum va très tôt commencer à se structurer à un niveau qui est quasi équivalent, en tout cas en termes d'éléments constitutifs d'un vrai État, va se structurer avec une monnaie qui est frappée, pour faciliter le commerce déjà à cette époque-là, l'écriture gaise qui va être déjà élaborée et qui va devenir par la suite l'amharique, la base de la langue, enfin de l'écriture amharique, etc., dont Afrophilo a parlé tout à l'heure. À cette époque-là également, le christianisme dont les royaumes de Nubie ont eu connaissance va également passer en Égypte avec Azéna, le roi Azéna qui va se convertir et donc va déjà frapper sur les monnaies, la croix, etc., et qui fait que l'Éthiopie finalement devient l'un des premiers, certainement avec l'Arménie, l'un des premiers royaumes chrétiens de cette zone-là qui s'affirme en tant que tel.
Et puis, vous connaissez toute la légende même, parce que, et c'est là où les Éthiopiens ont essayé de constituer, ou les Aksumites, pour parler proprement en des termes de l'époque, les Aksumites ont constitué l'essentiel de ce qui fait la base d'un État. Ils vont développer bien plus tard au Moyen Âge, ils vont développer le Nebra, le Kebra Negas, qui va constituer un petit peu le roman national. Et ce roman national, il est constitué aussi à l'image de ce qui se faisait à l'époque, puisque les Hébreux, eux, avec leur Tanakh, ont raconté leur épopée, leur sortie d'Égypte, se sont organisé un peu un mythe national. Et ben, de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer du côté des Égyptiens? Il va y avoir, ou des Aksumites, il va y avoir le Kebra Nagras qui va être constitué aussi pour symboliser un peu cette espèce de roman national où finalement, en mettant en parallèle, on a des deux côtés à peu près 7 livres qui abordent des thématiques qui sont globalement similaires. Le fait d'avoir une espèce de destinée spéciale, le fait d'avoir des prophètes ou des prophéties, le fait d'avoir une certaine généalogie qui est racontée. Dans le cas de l'Éthiopie, c'est essentiellement la rencontre avec la reine Makeda, donc reine de Saba, et le roi Salomon, qui va créer, entre guillemets, ou procréer le premier fondateur de la dynastie salomonide éthiopien, qui va être Ménélik Ier. Donc, on constitue à cette époque-là tous les éléments, et d'ailleurs, ce Ménélik Ier qui va ramener l'arche d'alliance, hein, vous voyez le coffret que j'ai mis là, qui jusqu'aujourd'hui, alors la légende raconte que jusqu'aujourd'hui, cette arche d'alliance est ramenée en Éthiopie, c'est conservé dans une église, et cette église, jusqu'aujourd'hui, est gardée par quelqu'un qui doit vivre dans cette église jusqu'à la fin de ses jours. Donc voilà, ce sont des mythes qui ont été cultivés et qui sont conservés et qui continuent vraiment à faire, à avoir des retentissements dans la vie quotidienne des Éthiopiens jusqu'aujourd'hui. Donc, pour ce qui est des éléments de base de constitution de l'État, les Éthiopiens ont très tôt mis ces fondements en base. C'est par la suite qu'on va voir qu'il va y avoir des périodes de développement, d'expansion pour essayer d'organiser de plus en plus, de manière plus large, cette nation, et puis des moments où ça va se réduire, ça va se rétrécir, l'espace aksumite éthiopien va se rétrécir petit à petit aussi. Donc il y a des mouvements comme ça qui sont presque cycliques, et même dans l'actualité, on a fait un live sur l'Éthiopie où on a parlé également de ces tentatives d'expansion et parfois de désagrégation de la nation éthiopienne. Tout à fait. Alors, si je peux juste rajouter quelques éléments, je pense qu'il y a 2 éléments qui sont, enfin, que moi je note, et je pense que c'est assez important de revenir dessus. C'est que globalement, ce qu'on voit, c'est que le christianisme dans la région est beaucoup plus ancien que l'islam, contrairement à l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc, premier élément, je ne sais pas ce que tu en penses, Chris. Et deuxième élément, c'est que le commerce au niveau de la mer Rouge et au niveau du golfe d'Aden, c'est quelque chose qui est très ancien. Et même au-delà du commerce, ce sont les échanges et les migrations, les voyages entre la péninsule arabique et la Corne de l'Afrique. C'est très ancien, parce qu'on voit déjà que dès 615, il y a des gens qui traversent, il y a ceux qui sont les proches du prophète Mahomet qui traversent pour fuir, pendant les gyres, pour fuir la persécution par certains clans de certaines ethnies, de fuir. Notamment, ouais, qui était très persécuteur. Et c'est, ça se fait assez naturellement. Ça veut dire que dans cette zone, il y a déjà énormément d'échanges entre la péninsule arabique et la Corne de l'Afrique. Et c'est pas étonnant après quand on voit le développement notamment autour de Berbera, de clans somalis d'abord, puis arabo-somalis, qui finissent par contrôler, on va dire, la sous-région et entrer en conflit avec Aksum. C'est pas très étonnant, et d'autant plus que là, on voit que le déclin d'Aksum, c'est vers 940, mais déjà dans les années 850, 860, on note
la fameuse rébellion, révolte des esclaves noirs, les Anges, qu'on les appelait à l'époque, dans la deuxième ville d'Irak de l'époque, qui était Bassora. Donc c'était pendant le califat des Abbassides, ou quelque chose comme ça, ou des Fatimides, enfin des Abbassides, je pense. Et dès déjà les années 850, on note déjà une révolte ou une rébellion des esclaves dans cette région-là qui est restée, puisque ça a été chroniqué et puis écrit. On en a des traces, et du coup, il y a, comment dire, dès les années 600-700, il y a déjà énormément d'échanges dans cette zone-là, et ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut, je pense, bien garder à l'esprit, quoi. C'est une région qui est déjà très ouverte sur le monde très tôt. Oui, pour l'Afrique. et ce qui va se passer, c'est aussi très rapidement, c'est que cette région est déjà très ouverte depuis toujours au monde, du fait même par le passage de la mer Rouge, du golfe d'Aden, etc. Et donc ça l'ouvre finalement à la fois à la Méditerranée et également au sous-continent indien, à la péninsule arabique, etc. etc. Et puis, il y a aussi, et c'est pour ça qu'on va observer le déclin d'Aksum vers les années 1940-1950 par là, parce que simplement avec la prise petit à petit de contrôle par cette zone-là, donc c'est-à-dire que l'ancien zone de l'Afrique du Nord contrôlée par Rome va tomber petit à petit après derrière les poussées des conquêtes, des conquêtes islamiques, va être coupé petit à petit. Et puis de l'autre côté, on va avoir la descente aussi de l'autre côté vers le golfe d'Aden. Et donc la péninsule arabique est dans son expansion, va venir couper toutes les voies fluviales qui permettaient, ou maritimes qui permettaient à Aksum d'être un peu le maître ou le hub du commerce de cette zone-là. Et donc, du coup, à partir de cette période, après les années 1000, on va avoir un autre développement de Aksum. Aksum va se retourner vers les terres. Aksum, qui était, par sa position à cette époque-là, plutôt une force, une puissance qui est thalassocratique, va commencer à devenir de plus en plus une puissance tellurocratique et va se retourner vers les terres maintenant et va essayer de pénétrer petit à petit un peu plus. On le verra dans l'Éthiopie médiévale avec le travail de développement que va faire par exemple la Libella et puis va poursuivre par exemple Ménélique par la suite. Ce sont maintenant des expansions qui sont sur les terres à l'intérieur et justement au temps de Ménélique, on le verra peut-être tout de suite, tout à l'heure, mais Ménélique va marcher vers le pays Oromo de plus en plus vers le sud et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Pour certains, il reste un héros certes, mais qui a aussi au niveau intérieur quelques critiques, notamment en pays Oromo. Mais voilà, ça c'est une partie qu'on va aborder un peu plus tard. Et même plus au sud encore que le pays Oromo, hein, Tout jusque à dans la fait. région des peuples du sud. Oui, oui, oui. Il va descendre carrément jusqu'à chez les Mbolo, les Mursi, etc., etc., jusqu'au Turkana, toutes ces zones. Ils vont. Exactement, parce qu'en général, souvent, on présente la figure de Ménélique II comme comment dire, un roi ou un empereur réunificateur, mais il faut savoir qu'effectivement, cette réunification, entre guillemets, a impliqué de marcher sur des peuples, et pour ceux qui n'étaient pas d'accord, des points d'affrontement, des guerres, des batailles, etc. Absolument. Et d'ailleurs, sur ce point de passage depuis une force plutôt de la mer vers une force de la terre qui se recentre sur l'intérieur du continent, finalement, ce point, il se rapproche beaucoup des empires de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on l'a vu la dernière fois que notamment le Mali et puis surtout le Songhai ont finalement l'un des paramètres qui font que ces empires commencent à connaître un déclin. Il y en a plein d'autres, mais c'est parce qu'il y a une réorientation du commerce intra-africain vers l'extérieur, alors que notamment le Songhai fait le choix de rester dans le commerce intérieur, alors que le commerce principal part sur les mers. Et Oui, finalement, c'est l'un des paramètres qui fait que ils perdent comment dire, le monopole du commerce dans la région et bien évidemment le monopole du passage commercial, de la rente qui peut être lié à ça, et puis ce qui donne un coup au prestige économique forcément de ces différents empires. Donc sur ce point-là, on peut, ça ressemble un peu quand même.
Oui, oui, ça ressemble. Et puis, on peut même extrapoler, mais ça, ce sont que euh, des théories comme ça qu'on peut ressentir un peu intuitivement, mais ça reste encore à démontrer. Ce qu'on peut observer, c'est que souvent, déjà, des basculements comme ça, il est très difficile, si vous voulez, quand on est une force tellurocratique, c'est-à-dire que contrôler des terres, face à des gens qui contrôlent les mers, souvent a été synonyme de perdre la bataille, entre guillemets. Pour la simple raison que j'imagine que les mers, de manière générale, facilitent, et étant dans un endroit qui ne sont pas des repères fixes, ça facilite la mobilité, ça facilite le commerce, et puis d'un côté aussi, c'est-à-dire que ça ne coûte pas la même chose d'envoyer des caravanes par la terre, transporter des choses, que de tout mettre dans un bateau et les envoyer naviguer via les forces du vent et des courants de la mer, etc. Donc c'est quelque chose qui est totalement différent. C'est un changement de paradigme qui souvent fait que des nations se comportent différemment. On peut l'observer un peu entre la Russie, l'Angleterre, on peut l'observer entre les États-Unis, mais c'est quelque chose qu'il faut voir. Voilà, mais là, c'est juste de manière comme ça digressive, mais on reviendra dessus sur d'autres discussions. Oui, on Mais, peut même faire le parallèle pour l'Europe de l'Ouest, on peut faire le parallèle avec l'Angleterre, la France, l'Allemagne et la succession des. Il y a un écho chez toi, Chris. La succession comment dire, des grands empires ou des grands royaumes thalassocratiques. Il y a eu d'abord les républiques de Florence qui naviguaient sur la Méditerranée, qui partaient jusque dans les régions orientales. Ensuite, il y a eu, après 1453 et la prise de Constantinople, il y a eu une réorientation vers l'océan Atlantique avec l'Espagne et le Portugal qui ont dominé les mers et ça fait qu'ils ont, dans les années 1400, 1500, voire 1600, en Europe, c'était surtout les grandes puissances, c'était les puissances des mers, Portugal, Espagne. Et puis après, à partir des années 1700, c'est surtout l'Angleterre qui reprend pour construire son très vaste empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais jusqu'à la fin du 19e siècle, voire même après, jusqu'aux indépendances même. Donc finalement, comment dire, le contrôle des mers équivaut quand même quelque part au contrôle, pas du monde, mais en tout cas d'une bonne partie du monde, quoi. oui, exactement, parce que le gros des échanges et l'essentiel des échanges, finalement, se fait par ces voies maritimes. Et donc, c'est pour ça que l'obsession de tous les empires qui étaient proches de la Méditerranée, hein, donc c'est vraiment le milieu de la Terre de l'époque, hein, le monde connu, en tout cas le milieu du monde connu. Toute cette époque-là, chaque nation qui s'est développée, chaque royaume qui s'est développé proche de cette zone, a qu'une obsession, c'est essayer de contrôler le pourtour méditerranéen. Les Grecs l'ont fait, et après, par la suite, les Perses ont tenté de le faire du côté oriental. Après, dès que le royaume islamique a pris le relais, ils ont essayé également de faire. C'est pour ça qu'ils ont mené une course folle pour passer de la péninsule arabique, aller jusqu'en Espagne et contrôler toute cette zone et remonter vers le sud de la France. L'Italie, bien évidemment, Rome, c'est le territoire de Rome. Donc à chaque fois, chacun essaye de se faire son propre empire romain sur cette zone-là parce que, évidemment, on sait que le contrôle de ces eaux fait la puissance. Donc, on a dit, ça a coupé à l'Éthiopie tous ces moyens, entre guillemets, d'échange. Le fait qu'ils perdent finalement face à la poussée du royaume ou des califats islamiques, l'accès à la mer Rouge, etc. Et donc, pour faire rapidement en accéléré, l'Éthiopie, on a dit, c'est d'abord un mythe fondateur, la reine Makeda, le roi Salomon, et puis par la suite va donner toute une dynastie qu'on appelle les dynasties salomonides. Bon, ces dynasties, il faut citer quelques têtes qui sont connues et on ne va pas faire tout. Il y a une longue période pendant tout le Moyen-Âge qu'on ne va pas citer, mais il y a quand même quelques éléments qui sont
très importants à citer. Il faut essentiellement retenir Ezena, qui est le premier roi éthiopien à se convertir à l'islam et qui a posé les bases, entre guillemets, avec le fait de frapper monnaie. Pardon? Au christianisme, conversion au christianisme. J'ai dit quoi? C'est la fatigue. C'est la fatigue. Très bien, t'inquiète, on avait compris. C'est comme tout à l'heure, je parlais de Hijra et j'ai dit pèlerinage au lieu de parler de refuge, le fait de s'exiler. C'est l'exil, voilà le terme exact que je voulais employer par exemple. Voilà. Mais bon, donc vous avez compris, Ezena va être le roi qui va vraiment, vous savez, il fait les premières obélisques à Aksum qui raconte un peu ses faits de guerre, etc. Donc cet obélisque d'ailleurs qui va avoir une histoire assez intéressante puisqu'il y a des obélisques qui vont être emportés par les Italiens pour aller à Rome, qui vont revenir, etc. Il y a toute une histoire derrière. Et donc lui, c'était un roi vraiment bâtisseur parce qu'il a posé quelques fondations pour la nation éthiopienne. Et puis par la suite va venir un autre qui est très important. Petite remarque comme ça, la plupart de ces rois sont issus globalement du pays Amara, à signaler. Il va y avoir justement quelques-uns qui vont être de la dynastie Zagwe et qui sont d'ailleurs respectables et des grands bâtisseurs, dont notamment Lalibela. Lalibela va creuser, vous savez, des églises dans la roche pour essayer de reconstituer un petit peu une espèce de Jérusalem locale à lui. Et puis il va donner les noms des différents prêtres orthodoxes. Donc il va en creuser plusieurs. Ce sont des travaux gigantesques qui ont été faits en quelques décennies simplement, dans une vingtaine, trentaine d'années. Et donc ça a été énorme. Et jusqu'aujourd'hui, on en voit les traces en Éthiopie. J'ai parlé de Zegna, on a parlé de Ménélik évidemment. Et après, il y a un dernier dont il faut parler, c'est bien évidemment Tafari Haile Selassie, plus connu sous le nom de Haile Selassie, mais Tafari Makonnen. Tafari Makonnen qui est déjà le fils de Makonnen le premier, qui lui était un militaire, un noble, un militaire, etc. Et donc son fils va hériter du titre de prince et c'est celui qui va être finalement éjecté en 1974 par la révolution socialiste d'Erg, etc. Donc lui, essentiellement, on verra, il a participé globalement à édifier ce qui est l'Union africaine, il a participé avec beaucoup de pères des indépendances, dont les Nkrumah et bien d'autres, à constituer les bases de ce qui va être l'Union africaine aujourd'hui. Mais voilà, ça c'est rapidement pour survoler ces dynasties. Il y a des tas de personnages qui sont intéressants là-dedans. Si ça vous intéresse, vous pouvez creuser. Tout à fait. Et juste pour rappeler, à la fin du 19e siècle, donc vous savez, il y a le, comment dire, il y a le grand mouvement de colonisation à l'intérieur des terres, notamment à partir des années 1850. Et dans cette période-là, les rois qui prennent le pouvoir, il y a Théodros II, il y a Johannes IV, comme vous voyez, ensuite il y a Ménélik, etc. Et ce sont vraiment ces rois-là qui successivement se sont battus. Souvent, alors je pense que c'est Théodros qui s'est battu dans les années 1850, et je pense que c'est Johannes qui a dû affronter la révolution mahadiste, qui dans un premier temps a été soutenue par les Anglais. On reverra tout ça, mais voilà. On va aborder ça sur la partie du Soudan. On reviendra dessus, mais pour l'instant, l'essentiel à retenir sur ces différentes dynasties, c'est ces quelques personnages, et puis après, certainement, les plus connus, mais Ménélik et Haïlé Sélassié. Haïlé Sélassié, bien évidemment, vous connaissez l'histoire des Rastas qui vont le reconnaître comme une espèce de divinité dans les années 30 et il va leur octroyer de la terre pour une espèce de rapatriement et tout le mouvement avec Zion et tout ça. Donc, vous connaissez tous ces mythes. L'essentiel à retenir sur ces personnages, c'est ça. Et
comment ils ont participé au développement de l'Éthiopie de cette période-là. Après, on va voir les problèmes que l'Éthiopie va connaître par la suite. Là, on a une carte qui nous montre très rapidement les différentes expansions de Ménélik. Tout à l'heure, on en parlait en pays Oromo, bien au sud. Les Oromo, il faut comprendre que c'est globalement quand même ceux qui sont la majorité, l'ethnie majoritaire en Éthiopie, qui occupent cette zone un peu centrale et un peu plus au sud. Et ils vont, eux, vivre cette expansion comme quelque chose qui n'est pas glorieuse, hein, parce que Ménélik, on va plutôt pour son opposition à l'Italie, la victoire d'Adoua, etc., on va le célébrer, mais en interne, il soulève quelques mouvements, on le considère comme une espèce d'impérialisme Amara sur le reste des Éthiopiens. Et donc, c'est une figure qui est un peu controversée, même si son opposition à l'Italie lui a valu quand même unanimement une certaine aura qui est difficile à contester en Éthiopie. Voilà, donc ici, vous avez quelques images. Hein. On a Gabriel Meskel Lalibela avec ses différentes églises creusées dans la roche. On a, voilà, et puis l'empereur Ezena avec l'obélisque, le fait qu'il a frappé Monet, etc. Donc, on a affaire dans cette région à des vrais, pour moi, des vrais rois bâtisseurs qui laissent des marques pour qu'on se souvienne d'eux et qui ont vraiment imprégné, en tout cas donné une identité à cette Éthiopie, cette nation en construction. Et puis, Rastafari Makonnen, vous connaissez ce qu'il a globalement fait, voilà, jusqu'à même des détails tels que Ethiopian Airlines, etc., qui, pour le coup, a été bien créé bien avant même Air Afrique, voilà. Air Afrique, oui. Voilà, et qui a survécu, là aussi, pour des questions de rigueur des gestions et de tout un tas de choses. Ce que la plupart des pays en Afrique, quand ils ont fait Air Afrique, n'ont pas réussi à réaliser. Tout à fait. Voilà, alors donc, on va remonter peut-être juste un petit peu avant sur le Soudan. Voilà. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la Nubie. La Nubie, globalement, hein, Nubie, Couche, et puis ce qu'on appelle Soudan, la République du Soudan actuelle. Globalement, c'est le même espace. Ça part toujours de la Nubie, ça part toujours de Couche. À un moment donné, tout à l'heure, on a dit que vers 350, on va avoir une espèce d'expansion de Aksum qui va venir occuper. Et puis par la suite, avec la refocalisation d'Aksum vers la mer Rouge, etc., va laisser libre champ à ces royaumes qui vont petit à petit se constituer. Et puis de là va émerger quelques centres de pouvoir, quelques organisations politiques, étatiques qui vont être les dominants, et ça va être essentiellement le Dongala, autour de Dongala, donc au centre, et puis par la suite, ça va descendre un peu plus avec sur les ruines de Meroé, va se constituer aussi Oladia, et puis après, par des différents mouvements, parce que à cette époque-là, ils vont constituer tout un groupe, entre guillemets, on va dire, de royaumes soudanais chrétiens. Tout à l'heure, Afrophilo a parlé de l'introduction du christianisme, etc. Donc, ce christianisme va devenir une seconde identité à ces zones-là. Et par la suite, dans les années 600, en accéléré dans les années 600, 650, par là, quand la péninsule arabique va déborder sur l'Égypte et va commencer à contrôler l'Égypte et va commencer à descendre petit à petit, il va y avoir déjà les premières confrontations. Et puis, à un moment donné, ils vont signer un traité, ce qu'on appelle le Pacte. Ils vont signer un traité, en tout cas, de non-agression pour pouvoir vivre et se côtoyer et continuer à faire les échanges. Par la suite, les grands pôles d'échange vont devenir vraiment
vont se positionner au niveau de la Nubie, avec le fait que le Cataract la sert en fait vraiment de zone tampon, de checkpoint presque commercial, parce que comme les gens ne pouvaient pas naviguer de manière continuelle sur cette zone, ils étaient obligés à chaque fois de faire des haltes. Du coup, c'était facile pour taxer tout ce qui se passait, c'était facile pour organiser et contrôler totalement le commerce qui passait par le Nil, surtout au niveau du troisième cataracte et du quatrième. Cette zone-là, c'est vraiment la zone qui bloque tous les échanges, et donc les gens étaient obligés de tout déverser, de tout recharger, etc. Et donc, c'est facile de mettre une espèce de police, de contrôle, etc., pour taxer les choses. Et donc, tout ça va faire que, à un moment donné, ces nations chrétiennes, ces cités-États chrétiennes vont vraiment prospérer, vont vraiment prendre de la puissance. Et puis, c'est sous les poussées au fur et à mesure de l'avancée islamique qu'ils vont petit à petit perdre leur influence, perdre aussi quelquefois des batailles, mais à chaque fois, ils vont essayer de se reconstituer un peu plus au sud. Ils vont essayer à chaque fois de se reconstituer un peu plus au sud. Et puis, va émerger bien plus tard, on le verra tout à l'heure dans la suite, bien plus tard va émerger d'autres empires un peu plus au sud, tels que l'empire Sénar par exemple, qui va être fondé plutôt par des Funj. Et voilà, et là on rentre dans les débuts de ce qui va petit à petit devenir le Soudan occidental. Sur cette partie, il y a des choses qu'il faut bien comprendre, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et c'est pour ça que c'est intense, parce que à ce moment-là, il se passe beaucoup de choses. À chaque fois il va y avoir, donc, vous connaissez d'abord les califats musulmans qui vont occuper l'Égypte, et puis par la suite, il y a l'émergence vers 1200, on va entrer petit à petit dans le royaume, dans l'Empire ottoman. On entre dans l'Empire ottoman, et donc, ils vont finalement vassaliser l'Égypte avec, vous connaissez les Mamelouks et tout ça, toute cette partie-là. Et après, ils vont mettre des pachas, donc la dynastie des pachas, Ismaël Pacha, et puis c'est son géniteur, là, son arrière, son grand-père, et puis après lui, et puis son père, etc. Ils vont petit à petit occuper l'Égypte, et ce sont eux qui vont gérer pour les Ottomans. Pendant cette période-là, l'Égypte, entre guillemets, ils vont avoir des titres de khedive, tout ce que vous voulez. Et puis, ce qui se passe par la suite, c'est que l'Angleterre, qui est aussi en pleine expansion dans cette zone, va avoir affaire aux Français par rapport au problème du canal de Suez. La France, qui a été très impliqué dans le canal de Suez, parce que Ismaël Pacha a été de faire le tour finalement des chancelleries occidentales pour essayer d'avoir du soutien, etc. Et c'est Napoléon III qui va aider, participer aussi à la constitution, enfin à la création, entre guillemets, du canal de Suez. Et donc, la France était impliquée. Et pour l'Allemagne, à cette époque, pour l'Angleterre, pardon, vous voyez, c'est un lapsus. Pour l'Angleterre à cette époque, c'est quelque chose qui est insupportable, parce que l'Allemagne veut prendre pied sur cette zone-là. Et donc, l'Angleterre, pardon, deuxième lapsus, l'Angleterre veut prendre pied sur cette zone-là parce qu'il contrôle déjà cet espace un peu de la péninsule arabique. Il commence déjà à contrôler, vous connaissez toute l'épopée de Laurence d'Arabie, de toute cette partie-là. Donc, les Anglais, cette zone du Moyen-Orient les intéresse énormément, et donc l'Égypte, évidemment, également, parce que ils vont vouloir s'installer sur cette zone pour contrecarrer les Français, parce qu'ils savent depuis Napoléon, Kléber, les passages de Napoléon Kléber, que les Français sont intéressés par ça. Et donc, ce sont des rivalités, des vieilles rivalités qui vont venir se jouer au niveau de l'Égypte à ce moment-là. Et les Anglais, au début, ne s'intéressaient pas au point d'aller conquérir, si vous voulez, le Soudan, parce que l'Égypte suffisait au départ. L'Égypte suffisait, et ils vont par la suite petit à petit essayer de descendre, parce qu'à un moment donné, ils veulent garantir, face aux différentes poussées des Français, ils vont essayer de garantir un peu de profondeur stratégique à l'Égypte. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont essayer de s'intéresser au Soudan, qui est un peu l'arrière-pays égyptien, et ils vont commencer à s'intéresser à ça. Donc, ils vont envoyer des gens petit à petit, et puis ils vont envoyer, par exemple, Gordon, dont vous voyez le
le statut ici, Gordon de Khartoum, qui va assister globalement les Khedives de l'Empire ottoman, dont Ismaël Pacha, à essayer d'aller à la conquête du Soudan. Donc là, on est déjà dans les années 1800 et quelques. Et donc, vous allez avoir cette phase où ils vont pousser de plus en plus pour occuper le Soudan, et puis il va émerger des figures nationalistes de résistance islamique, dont le plus important, Mohamed ibn Abdallah al-Mahdi, qui est, parce que le titre de Mahdi, globalement, en fait, en se nommant Mahdi, il occupe presque dans le subconscient islamique, en tout cas, il veut se hisser au même niveau que le prophète Mohammed. C'était ça un peu la figure forte qu'il voulait montrer. Et donc, il va mener sa révolution, et sa révolution va déboucher sur le massacre de Gordon de Khartoum. Alors, Gordon de Khartoum, à cette époque-là, les Anglais se voient trucider un de leurs nobles, un de leurs lords, un de leurs gouverneurs en Afrique. C'est quelque chose d'horrible, insupportable. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réagir. Ils vont réagir par la suite, et c'est là où ils vont envoyer Kitchener, qui va venir pour écraser les mahdistes avec la bataille, par exemple, de Damour, qui va être terrible parce qu'ils vont massacrer quasiment presque 10 000 mahdistes. Et puis, même les blessés qui vont rester sur place, personne ne va leur porter secours. Et donc là, les Anglais, on va dire, ont perdu leur flegme, leur fair play et tout. À cette bataille-là, ils vont massacrer tout le monde parce que, d'abord, Kitchener est un fidèle de Gordon, et donc a très mal vécu aussi ce massacre-là. Et puis, ça fait beaucoup de tollé. Donc, globalement, à partir de là, on écrase la révolte des mahdistes et on a pacifié globalement cette zone-là. Et puis, le Soudan va redevenir un peu le petit frère de l'Égypte et va être géré. Alors, les Anglais ne sont pas allés jusqu'à une colonisation et une administration solitaire du Soudan, parce qu'à cette époque-là également, il y a l'incident de Fashoda, qui est en fait des luttes, des querelles finalement entre puissances coloniales. La France qui veut relier globalement l'espace de l'AF depuis le Congo jusqu'à son petit espace occupé en Djibouti. Et donc, les Anglais, évidemment, vont également, avec Kitchener, essayer de bloquer ce passage-là à Fashoda. Alors, ils vont essayer de régler ça à l'amiable en essayant de plutôt trouver des compromis. Ils vont pas aller jusqu'à l'affrontement, mais ça a été une vraie période de tension diplomatique entre les deux grandes nations sur cette zone-là en Afrique. Donc voilà, parce qu'il y a plusieurs mouvements qui se faisaient à cette époque-là. Mais globalement, voilà ce qu'il faut comprendre de cette partie-là en très synthétique. Et juste pour faire le parallèle justement de ce qui se passe entre les Anglais, l'Égypte et les mahdistes, justement, c'est à la même époque parce que les mahdistes, ils attaquent également, ils luttent du côté du nord, face aux Anglais et aux Égyptiens qui descendent. Et certains sont allés également du côté de l'Éthiopie. Ouais. Tout à fait. Parce que l'idée aussi, à cette époque-là, c'était aussi de faire tomber l'Éthiopie, qui était finalement la seule nation chrétienne de la zone et qui était obligée. Et donc, à un moment donné, par ces différentes poussées, l'Éthiopie va connaître des mouvements de rétrécissement et va reprendre par la suite un peu son espace. Donc, il y a eu des va-et-vient aussi au niveau du territoire éthiopien tel qu'on connaît. Ouais. Et c'est Johannes IV qui va affronter les mahdistes, et d'ailleurs, il mourra durant cet épisode-là. Et après, c'est après ça que Ménélique II prend le pouvoir. Il s'impose et il prend le pouvoir dans les années 1890, quelque chose comme ça. 1889. Ouais. Voilà. Et aussi Fashoda, j'ai essayé un peu de faire quelques recherches. Et Fashoda, c'est au nord du Soudan du Sud actuel, le long du Nil Blanc. Tout à fait. Et apparemment, ça correspond, c'est juste à côté de la capitale de l'ancien royaume Shilluk, qui est l'un des peuples du Sud, entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud, quoi. Exactement. Là, on est vraiment en pays Shilluk. Après, un peu plus à gauche, on va être dans l'espace
qui est entre vraiment le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, qui est la zone d'Abeille là, qui crée des problèmes jusqu'aujourd'hui. Hein. C'est des zones qui sont conflictuelles jusqu'aujourd'hui. Et puis, plus on va pousser vers l'ouest, on va aller petit à petit un peu plus au nord, vers le Mont Four, chez les Darfouris, et donc on va se rapprocher plus vers le Tchad. Tout à fait. Alors, un petit mot sur la côte Swahili et les échanges sur le Pacifique. Oui, alors la côte Swahili, finalement, hein, on va essayer d'aller très vite parce que tout ça, finalement, c'est très synthétique. Donc, c'est un exercice qui est assez complexe parce qu'on essaie juste de piocher quelques éléments clés pour comprendre en très rapide la zone et quels sont les mouvements en place. Donc, la côte Swahili, évidemment, c'est un développement de longue durée qui va se faire petit à petit. D'abord, quelques étymologies. Swahili, c'est simplement le Sahil, parce que quand tu dis Sahil, c'est la rive, la côte, tout ce que vous voulez en arabe. Et puis, dans sa version au pluriel, le pluriel va donner Sawahil, et c'est ça qui va donner, de la même manière que je vous disais, le singulier en arabe de Aswood, qui veut dire noir, ça donne Soudan au pluriel. Et ben c'est pareil, le singulier de Sahil, la côte, va donner le pluriel Sawahil, qui va petit à petit devenir Swahili, hein, parce que ce sont des prononciations qui vont être un peu c'est des Portugais qui vont reprendre bien plus tard ce terme-là, etc., et qui vont l'appeler de cette façon. Donc, c'est une construction de longue durée parce que, comme on a dit à un moment donné, les Arabes qui vont prendre le contrôle globalement de cette zone-là, parce que il faut comprendre aussi qu'avant, donc cette côte-là, comment elle s'est constituée, parce que si on parle des Arabes, c'est bien plus tard, et c'est surtout au niveau des échanges, mais bien avant ça, ce sont des vieilles migrations bantoues qui viennent petit à petit avec justement entre moins 3000 et 1000 de notre ère, ils vont venir petit à petit par vagues pour occuper, parce qu'ils sont partis de la zone du Cameroun à peu près, du Nigeria et du Cameroun à peu près, et en descendant, ils vont se diffuser. Une branche qui va descendre tout droit sur les côtes atlantiques, qui vont constituer le Congo, le Gabon, pardon, le Congo, qui vont descendre vers cette zone-là. Une partie qui va bifurquer comme ça via le sud de la Centrafrique, va couper un peu et puis va descendre par la suite vers l'Ouganda, et va toucher toutes ces côtes-là. Et donc, ces installations vont ramener surtout beaucoup de développement autour du fer, des houes pour cultiver, etc. Donc, une production de plus en plus importante, agricole, etc., et vont commencer à constituer les bases de cette zone Swahili, peuplée donc par ces Bantous-là. Ces Bantous-là vont développer leur propre cité sur ces côtes petit à petit, et puis par la suite, ce qui va se passer, c'est le basculement à partir de la prise de contrôle du pourtour méditerranéen par les Arabes, et qui vont petit à petit se retourner aussi vers un peu plus au sud pour essayer d'explorer, de découvrir ce qui pouvait être échangé. Et donc, à partir de ce moment-là, petit à petit, les échanges vont commencer à se mettre en place. Les Swahili, donc, grâce à un environnement aussi qui est propice, vont développer des petits bateaux qui sont navigables facilement simplement à partir de la mousson, pour commencer, parce que la mousson effectue deux mouvements par an, une fois vers le nord et puis une fois vers le sud. Donc, globalement, c'est de septembre, on va dire, étendre septembre jusqu'en mars pour un sens, et puis de l'autre côté, l'autre moitié, pour un sens. Donc, ces mouvements facilitent en fait le travail de navigation très naturellement, et c'est ce qui va favoriser le développement du commerce de cette zone-là. Les grands acteurs vont être principalement les peuples bantous dont je parlais sur toute la côte. Donc là, on part quasiment de Mogadiscio, on va en Somalie, on va descendre par Lamu, par Kilwa, en Tanzanie, Zanzibar, toutes ces zones-là, et on va descendre jusqu'en Mozambique, et on va descendre en Mozambique autour de Sofala. Donc, on va même autour de Sofala échanger avec l'intérieur, avec le royaume le Grand Zimbabwe.
on va aller chercher de l'or également là-bas pour le ramener aux côtes et puis par la suite l'échanger aussi. On va chercher également d'autres éléments exotiques dont je parlais tout à l'heure. Ça peut être de l'or, ça peut être des peaux de bêtes, ça peut être de l'ivoire, ça peut être tout ce qui avait de la valeur. On va ramener ça au niveau des côtes et donc les côtes deviennent vraiment des zones d'échange. Et c'est comme ça que surtout les Arabes d'Oman, les Omanais, vont s'installer de plus en plus et sur les côtes vont coaguler avec les populations locales pour globalement développer la civilisation qu'on appelle la civilisation swahili. Donc, avec pour l'héritage le swahili aujourd'hui qui est une langue bantou arabe, parce qu'il y a quelques éléments d'import de l'arabe là-dedans, et donc tous ceux qui parlent un peu arabe et qui parlent une langue bantou vont très facilement observer. Même quand on compte en arabe, on compte en swahili, quand on arrive par exemple au niveau de 4 ou de 5 ou de 7, il y a des mots arabes déjà qui interviennent, le sita, le sabah, même, je crois même le tamain pour dire le 8, etc. Donc tous ceux qui parlent un petit peu de 3 mots d'arabe et qui parlent une langue bantou voient aisément les traces de ça. On peut par exemple dire ici les mots rafiki par exemple qui est typiquement un mot arabe. Ou par exemple, quand on parle en swahili, qu'on dit lakin. Lakin, c'est mais en arabe, quand tu dis lakin. Les swahilis disent lakini. Donc voilà, vous voyez, il y a tellement d'éléments comme ça qui font que c'est une vraie zone d'échange, et ça déborde également sur le Shimaoré, Shikomoré, en Comores, etc. Vous voyez, parce que de la même manière que le swahili est une langue bantoue, parce que, comme toutes les langues bantoues, ça commence par ki, comme le ki swahili, comme le ki Congo, comme le ki Kinyarwanda, comme etc. De la même manière, aux Comores, le ki se transforme en chi. C'est pour ça qu'on dit Shimaoré. C'est la langue des Maorés du Comore. On peut dire Chikomoré pour parler de la langue, etc. Donc, vous voyez, c'est les mêmes racines. Ou le li pour ou le li pour Lingala, voilà, ou le li pour le Lingala, etc. Tout ça, ce sont des variantes des langues bantoues. Et donc, très rapidement, ces échanges, il faut bien comprendre que ça va jusqu'au sous-continent indien. Après, de là, ça prend d'autres relais avec d'autres commerçants indiens qui vont aller jusqu'en Chine, etc. Donc, c'est pour ça que par la suite, quand les archéologues ils viennent, ils vont trouver des échanges avec des vases chinois. Donc, c'est quelque chose qui est très étendu. Tout l'océan Indien a pris part, entre guillemets, dans ces différents échanges. Et donc, c'est un vieil espace commercial, une espèce d'organisation mondiale du commerce de l'époque. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est important, juste un élément, c'est que finalement, tout ce bassin commercial n'est pas accessible dans l'immédiat pour les royaumes d'Europe occidentale. Et toute l'histoire qui va se faire, notamment avec la prise de Constantinople par ce qui va devenir l'Empire ottoman, qui empêche déjà d'accéder à la partie orientale de la mer Méditerranée. Et parce que, comment dire, les échanges avec l'Orient, notamment avec l'Inde, qui se faisaient entre les royaumes chrétiens, enfin les royaumes de Florence, les républiques de Florence en Italie, etc., se faisaient une partie sur la Méditerranée. On traversait toute la zone du détroit de Bosphore, etc., qui va, avant que ce soit pris par Constantinople, avant toutes ces zones étaient contrôlées par l'Empire romain d'Orient. Et finalement, toute cette partie de la Méditerranée Est était une zone d'influence, on va dire, de l'Empire romain d'Orient et des royaumes occidentaux qui étaient globalement des chrétiens. Et quand on arrivait sur l'est de la mer Méditerranée, on prenait ce qu'on appelait à l'époque, ce que les Chinois veulent remettre. Oui, la route de soie, là. Voilà, la route de la soie, exactement, qui passait comme ça et qui connectait sur les terres, qui connectait l'est de la Méditerranée et l'Inde et tout le sous-continent indien, etc. Et ce chemin de commerce, la meilleure alternative, c'était la connexion entre
le bassin méditerranéen et le Pacifique en passant par la mer Rouge. Et c'est pour ça qu'on a fait le canal de Suez. C'est pour connecter tout ce bassin commercial avec l'autre bassin commercial qui est l'Atlantique et la Méditerranée ouest. Mais dans l'histoire, si les Portugais ils font le tour de l'Afrique, c'est pour venir au niveau de ce bassin commercial. Tout C'est à pour ça fait. que c'est pour ça que les Portugais, une fois que en 1453, comment dire, les Turcs avec Othman ou Mehmed prennent la capitale, enfin prennent ce qui va devenir Constantinople, ce qui était Byzance à l'époque. Ils font le tour les Portugais, ils font le tour de l'Afrique justement pour accéder à ce bassin-là, et ils arrivent dans les années 1500 à Sofala. Et d'ailleurs, entre-temps, ils sont passés en 1400, dans les années 1470, dans les années 1440, ils sont passés par le Sénégal, dans les années 1470 par le Ghana, dans les années 1480 par le Congo, etc. Et puis après, ils arrivent à Sofala dans les années 1500. Donc, ils ont fait tout le tour de l'Afrique pour accéder à ce bassin. Et entre les années 1500 globalement et les années 1650, ça va être une petite hégémonie du Portugal dans cette région-là. Et ce n'est que dans les années 1690 par là que le sultanat d'Oman va reprendre le contrôle du commerce de la zone, notamment avec ce qui va devenir la grande période de Zanzibar, etc., de Mombasa, etc. Donc ce bassin commercial est très important et justifie quelque part l'idée de la conquête de l'Amérique. Parce qu'au départ, si Christophe Colomb il veut aller chercher l'Amérique, en fait, il ne sait pas qu'il y a l'Amérique, il veut aller chercher l'Inde. Et chercher l'Inde, il y avait deux possibilités. Les Portugais ont choisi de contourner l'Afrique et les Espagnols ont choisi de partir tout droit en espérant… ils ne savaient pas que l'Amérique serait là et ils croyaient qu'en partant tout droit, ils feraient le tour de la Terre et ils viendraient tomber sur l'Inde. C'était une stratégie. Alors que par hasard, il va tomber sur les Amériques et c'est pour ça qu'on va appeler d'ailleurs les Indiens les Amérindiens, alors qu'ils n'étaient pas du tout Indiens. Et donc toute cette histoire est connectée en fait. C'est assez fascinant de voir comment dans les imaginaires humains, le fait de vouloir accéder à un bassin commercial, etc., ça a permis pour les ça a Européens. toujours été. C'est pour ça que quand on prend un peu de recul et on regarde un peu de loin, sans s'imbriquer dans des petites dynamiques locales qui opposent des petits acteurs qui ne sont finalement que des pièces du grand ensemble qui se met en mouvement, on voit que toute l'histoire se résume au contrôle de ces espaces-là. D'abord, pendant un long moment et jusqu'aujourd'hui, le contrôle de l'espace méditerranéen, tant qu'on était dans le vieux monde et que la Méditerranée était le milieu de la Terre pour ces gens-là, et puis par la suite, pour le contrôle des Indes, parce que l'essentiel des ressources venait à cette époque-là des Indes, et donc tout le monde courait vers là. Les Anglais avaient leur compagnie des Indes, les Hollandais avaient leur compagnie des Indes, etc., etc. Tout le monde courait vers là, les Portugais couraient vers là, etc. Et puis par la suite, on va dire en posant quelques comptoirs autour de l'Afrique, on se dit tiens, en Afrique aussi on peut avoir un certain nombre de ressources qui sont pareilles. Et donc là, alors que les Arabes qui avaient une plus grande proximité du fait de la géographie, savaient un peu plus. Et c'est pour ça que quand vous observez finalement l'histoire de la colonisation occidentale vient se poser sur les prémices de ce qu'avaient déjà élaboré un petit peu les Arabes, parce que les Arabes commençaient déjà à explorer. Alors certes, il y a eu la période de la Rome antique avec quelques excursions ici et là dans la Mauritanie, etc., dans ces zones, etc. Et puis, mais globalement, les Romains ne pénétraient pas, ils se contentaient de rester et puis de travailler surtout avec beaucoup notamment sur par exemple pour fournir leur cirque, le Colisée, etc. en bêtes sauvages, ils travaillaient surtout avec des soldats, des espèces de légionnaires locaux
qui vont aller chercher des bêtes sauvages pour eux, pour alimenter leur cirque, etc. Donc, ils vont chercher selon les types des animaux dans différents espaces. Ils vont chercher des ours, des machins dans des espaces d'Europe au nord, etc. Mais tout ce qui est félin, tout ce qui est là, ils vont descendre vers le Sahara en zone Mauritanie, etc., pour s'alimenter de ces bêtes-là. Donc, il y avait déjà les prémices de tout ça, mais les Arabes, par la suite, bien évidemment, pénètrent l'Afrique, vont essayer de descendre de plus en plus au cœur, dans le Sahara, etc., et sur les côtes. Et puis, quand les Occidentaux vont revenir par la suite, bien plus tard, avec la dernière phase de colonisation occidentale, ils vont globalement s'appuyer déjà sur la plupart de ce qui a été initié par les Arabes. C'est pour ça que la plupart des noms, par exemple, tout à l'heure on parlait des noms qui sont restés finalement dans le langage courant. On parlait de Zanzibar, c'est pareil, ce sont des noms qui sont d'origine arabe, puisque une fois de plus, c'est la mère des esclaves. Bar en arabe veut dire esclave. On parlait tout à l'heure de l'Éthiopie. Dès que les Arabes sont arrivés au niveau de l'Éthiopie, ils vont appeler le Nil bleu le Bahr al-Azraq, ils vont appeler le Nil blanc le Bahr al-Abyad, etc. Tout ça, ce sont des termes arabes qui sont restés. Le Sahel et le Bahr el-Ghazal, par exemple, qui est une zone qui s'étend du Soudan jusqu'au Tchad, c'est simplement la mer des esclaves. Parce que cette zone-là, en fait, quand elle est inondée, elle est remplie de gazelles qu'on peut chercher, machin, etc. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le Bahr el-Ghazal, etc. Donc, il y a toute une toponymie arabophone qui est restée. Et là, par contre, je le dis parce que souvent, il y a des gens qui disent, quand tu parles d'écriture et de tout ça, les gens te disent souvent, oui, les Africains c'est différent. Au royaume, il y a des écritures. Oui, c'est pas le problème, c'est est-ce qu'il y a ou il n'y a pas. C'est est-ce que cette écriture a été utilisée pour fixer les choses et laisser des traces écrites pour que ça se transmette et que ça survive au temps à un moment donné. C'est ça en fait le truc. Et est-ce que il a été développé à grande échelle? Le défaut de l'écriture de certains royaumes africains, etc., c'est en fait, comme c'était une écriture du pouvoir, c'est une petite partie de gens simplement qui avaient peut-être développé ça, comme on l'observe avec comment il s'appelle au Cameroun, Njoya par exemple. C'est développé pour la petite élite autour de la chefferie. Et donc du coup, alors que de l'autre côté, quand vous avez un empire qui se repose sur une confession et qui est obligé de multiplier des copies de ne serait-ce que des Corans, de machin, etc. Et ça développe l'écriture au niveau des masses et donc ça développe plus de personnes qui peuvent être potentiellement des sources d'écrits dans la société. Ça peut être des commerçants, ça peut être etc., etc. Et ça facilite en fait le fait que ces écritures survivent. Et finalement, comme ces écritures survivent, vous allez voir que sa conséquence, elle est très importante. Elle est très importante pourquoi? Parce que aujourd'hui, finalement, on n'appelle pas le Soudan, les Arabes, eux, l'appellent le pays des Noirs, Balad al-Soudan, mais c'est le Soudan qui est resté, c'est un terme arabe qui est resté. Jusqu'à même Mozambique, c'est parce qu'il y a eu le comptoir monté par Moussa al-Bikr, et c'est comme ça que par la suite, petit à petit, ça va se transformer. Les Portugais vont venir, les Anglais vont venir, et on va dire tout le temps, c'est le comptoir où il y a le sultanat de Moussa al-Bikr, et donc à partir de là, ça va devenir petit à petit Mozambique. Donc vous voyez qu'il y a plein de toponymies comme ça qui partent des sources qui sont laissées, et ça, c'est un vrai souci. Donc beaucoup de gens qui parlent de la question des langues, il y a aussi ces éléments à prendre en compte, c'est-à-dire que toutes les traces que vous laissez au travers de l'histoire, finalement, petit à petit, montrent que vous avez été là, vous avez occupé des choses, vous avez eu une importance dans cette histoire, et c'est pour ça aussi que ça sert, c'est à ça aussi que ça sert l'écriture. Donc voilà en très rapide ce qu'on peut faire. Maintenant, avec les difficultés techniques, le retard aujourd'hui dont on s'excuse, etc., c'est un condensé très rapide, c'est un survol en accéléré qu'on a fait.
Et donc, on va ouvrir le panel. Si vous voulez, on va échanger pour entrer plus en interaction, parce que aujourd'hui, pour les circonstances techniques, on n'a pas eu le temps de développer en longueur comme on fait d'habitude. Mais merci en tout cas pour votre attention.